va donc imaginer que les figures d'attachement sont des porte-avions et que le petit avion, c'est l'enfant et que l'idée, c'est qu'il puisse décoller, explorer le monde et venir se poser en cas d'insécurité ou en cas de danger. Et donc, on va aider le parent à mieux comprendre et décoder pour répondre aux besoins de l'enfant. Parce qu'une fois qu'on répond aux besoins de l'enfant, il va mieux. Et le parent va mieux aussi. Et voilà. Et il se sent plus compétent. Et du coup, on rentre dans un cercle vertueux qui est hyper doux et hyper agréable. Hey, hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense, promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go! C'est la rentrée, bienvenue pour une nouvelle saison de La Matrescence. J'ai hâte qu'on chemine ensemble pour cette nouvelle saison, pour la saison 7. Alors, aujourd'hui, on va parler éducation et on va parler enfants difficiles. Élever des enfants veut parfois dire se confronter à de grosses difficultés. Que faire face à un enfant qui crie, qui tape, qui n'écoute absolument rien et qui nous pousse dans nos retranchements? Comment éviter de péter les plombs? Et comment est-ce qu'on fait redescendre la tension chez nous les parents? Parce que ces enfants dits difficiles, insupportables, viennent appuyer là où ça fait mal. Docteur Anne Reynaud, médecin psychiatre, fondatrice des Instituts de la parentalité en France et autrice, revient pour la 4e fois dans le podcast et j'en suis ravie. Anne nous embarque dans le monde merveilleux de la théorie de l'attachement pour nous donner les clés essentielles pour apaiser nos relations à nos enfants qui sont intenses. Oui, ces enfants sont épuisants, sont challengeants, mais Anne vous aide à travers cet épisode à trouver des solutions efficaces. Surtout, n'hésitez pas à faire passer cet épisode autour de vous et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de te recevoir ici dans le studio. Magnifique. Parce qu'on a fait 2 épisodes ensemble et c'était dans ton bureau à chaque fois. C'est vrai. Il y avait moins de lumière. On n'avait pas filmé, on était vraiment sur du podcast, du son. Donc cet épisode, on peut le voir sur YouTube et je suis ravie de te recevoir une 3e fois en 4 ans, 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui touche les parents, évidemment, sur les enfants dits difficiles, débordant, compliqué, insupportable, même on peut dire parfois. Mais d'abord, j'aimerais te poser la question, est-ce que aujourd'hui, en 2024, c'est difficile d'élever des enfants? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant? En tout cas, moi, ça me semble plus difficile et quand je rencontre les parents, j'ai l'impression que ça se complexifie avec le temps. Je sais pas si c'était plus facile avant par rapport au contexte, j'y étais pas, mais j'entends effectivement des parents de plus en plus en difficulté qui sont soumis à vraiment ce culte de la performance, du parent parfait. Ça commence un peu à se déconstruire depuis quelques mois, mais ça reste encore une pression importante sur les parents. Et puis des conditions de vie et de société qui sont quand même de plus en plus complexes.
et puis qui sont de plus en plus insécurisantes. Et tu sais très bien que, effectivement, mon socle de travail, c'est la sécurité émotionnelle de l'enfant et du coup du parent. Et on voit bien comment les parents aujourd'hui sont très insécurisés par une instabilité sociale, sociétale, économique, affective, globale, qui fait que, comme ils savent pas trop où on va, en général, ils sont encore plus perdus par rapport à leur parentalité. Donc oui, je dirais ça. Et puis, c'est surtout de les entendre, en fait, de les écouter. Les parents aujourd'hui sont quand même soumis à des attendus normatifs, des attendus normatifs plutôt très élevés. L'enfant, il doit faire ça à tel âge, se comporter de telle et telle manière. Je pense que notre niveau de tolérance vis-à-vis de l'enfant, il a aussi beaucoup évolué et qu'on attend de nos enfants beaucoup, beaucoup trop de choses. Qui donnent un poids, une charge mentale aux parents qui me semble encore plus importante. Donc oui, ça me semble encore plus difficile qu'avant. Et c'est vrai que dans le contexte, il y a aussi cette éco-anxiété qui arrive en se disant on met des enfants au monde, mais pour quel monde ? Est-ce que ça vaut la peine finalement ? Est-ce que c'est pas déjà... C'est un fardeau qu'on porte déjà dès la petite enfance au final ? Oui, t'as raison d'insister là-dessus parce que ça vient aussi dire que aujourd'hui, même si c'est pas toujours le cas, mais quand même de manière majoritaire, on choisit à quel moment on a son enfant. Avant, la contraception, c'était absolument impensable. Finalement, on accueillait l'enfant comme un cadeau. On se disait, c'est pas le moment, mais voilà, je vais l'accueillir. Aujourd'hui, on décide et à quel moment notre vie professionnelle, personnelle, matérielle. Et on va du coup attendre beaucoup, beaucoup de choses de l'enfant. Et en même temps, on va se dire, mais oui, effectivement, quel sens ça a ? On voit les mouvements No Kids de donner vie à un enfant alors que la planète va mal, elle est déjà surpeuplée. Qu'est-ce que je vais encore apporter ? Moi, j'ai des proches qui ont fait ce choix-là. Et qui regardent notre monde en disant mais je vais pas surpeupler et 2, je ne vais pas offrir à mon enfant le monde tel que je le vois aujourd'hui qui correspond tellement pas aux valeurs que j'imagine. Donc ouais, c'est compliqué la fonction parentale aujourd'hui. Et tu dis c'est une fonction, c'est un métier au final. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qui demande tellement d'énergie. Alors je voulais te parler donc dans cet épisode évidemment de ces enfants dits complexe. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous réexpliques ce que c'est la théorie d'attachement, les liens d'attachement et les conséquences sur notre parentalité. J'ai combien de temps ? Ouais, je sais, je te demande un truc. On en a fait un épisode, mais là, il faudrait juste pour qu'on puisse avancer dans l'épisode avec un peu plus de connaissances. L'idée, c'est que bien sûr, je la résume et sans la réduire. Mais globalement, on a une méconnaissance en France de l'attachement parce que on a traduit attachment de l'anglais de John Bowlby par attachement. Et nous, on va y mettre une dimension autour de l'amour. Autour de la dimension affective. Donc oui, Bowlby nous disait qu'on pouvait être affecté par l'autre, mais c'est pas parce que je suis affecté par l'autre que je l'aime. Mais en France, on a confondu tout ça et souvent on va dire que le lien d'attachement va du parent à l'enfant en disant cette mère est très attachée à son enfant. Là, je parle pas du tout théorie de l'attachement, j'ai le droit de le dire, mais je parle pas théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, elle vient nous expliquer qu'au fond, tout individu a un certain nombre de besoins qu'on va appeler les besoins fondamentaux. Ça fait un peu référence à la pyramide de Maslow aussi. Donc, on a un certain nombre de besoins, mais aujourd'hui, cette pyramide de Maslow, elle est un peu re-questionnée parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi progressif que ce que nous a proposé Maslow. Et globalement, au milieu de ces besoins fondamentaux, il y a un besoin qui est comme un prérequis, qui l'emporte sur les autres besoins, c'est le besoin de sécurité. On appelle même ça un méta-besoin de sécurité. Ça veut dire que si je suis pas en sécurité, je peux pas explorer, je peux pas me construire, je peux pas accepter l'autorité, je peux pas me faire confiance ou faire confiance aux autres. Bref, ce méta-besoin de sécurité, en fait, il est en résonance avec la théorie de l'attachement parce que un mec, John Bowlby, pédopsychiatre anglais, nous a expliqué et a fait l'hypothèse que finalement, pour se construire, on a besoin de construire des liens avec une personne qui est censée être plus forte et plus sage et qui va nous apporter protection et réconfort quand je me sens menacée. C'est pour ça que on a une vraie méconnaissance en France, et je l'affirme, sur la théorie de l'attachement. On a toujours l'impression que c'est un lien affectif durable entre deux personnes. Non, c'est l'enfant qui va construire un lien d'attachement avec la personne qui va lui apporter protection et réconfort à un moment de sa vie. Donc il a les figures d'attachement, comme on dit, principales, qui vont être ses parents, ou en tout cas ceux qui vivent dans son quotidien, parents adoptants, beaux-parents.
globalement ceux qui le guident dans son quotidien, dans sa vie. Et puis, mais on a aussi les figures d'attachement secondaire qui sont la nounou, l'assistante familiale, l'enseignante, l'ATSEM, tous ceux qui vont aussi aider l'enfant à se réconforter quand il se sent menacé. C'est vraiment ça la théorie de l'attachement. Donc ça, c'est la première partie de ta question. Et la deuxième, qu'est-ce que ça va faire résonance pour nous en tant que figure d'attachement? Alors, si vous vous reportez au premier épisode, je vous avais partagé la métaphore qu'on utilise avec la métaphore du porte-avions et de l'avion. On va donc imaginer que les figures d'attachement sont des porte-avions et que le petit avion, c'est l'enfant et que l'idée, c'est qu'il puisse décoller, explorer le monde et venir se poser en cas d'insécurité ou en cas de danger. Globalement, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va nous aider, cette compréhension des besoins fondamentaux, à être en tant que figure d'attachement plus sensible à ce dont a besoin le petit avion. Parce que malheureusement, le petit avion, il n'a pas forcément conscience de son besoin de sécurité et donc il n'a pas de capacité à nous l'exprimer. Il va pas venir s'approcher du porte-avions en disant « Bonjour porte-avions, j'ai besoin de me poser parce que là, je me sens en insécurité. » Il va nous envoyer des signaux et en fait, ces signaux sont codés. Et ces Mayday, en fait, en tant que parents, en tant que figure d'attachement, on a un peu de mal à les décoder. Et c'est ça qu'on va pouvoir mieux apporter et mieux décoder aux parents parce qu'une fois que le porte-avions comprend les signaux de l'enfant, eh ben, c'est un petit peu magique, mais c'est pas du tout magique, hein. La théorie d'attachement, elle est très solide, elle est très ancrée sur un plan scientifique. Il y a énormément de recherches et on en parlait. Mais elle vient vraiment dans quelque chose de profond. Elle n'est pas superficielle. Elle n'est pas que autour du comportement de l'enfant, mais n'empêche que le comportement, c'est les signaux du petit avion. Et voilà. Et donc, on va aider le parent à mieux comprendre et décoder pour répondre aux besoins de l'enfant. Parce qu'une fois qu'on répond aux besoins de l'enfant, eh ben, il va mieux. Et le parent va mieux. Et nous aussi. Et voilà. Et il se sent plus compétent. Et du coup, on rentre dans un cercle vertueux qui est hyper doux et hyper agréable. Mais c'est vrai que ça serait tellement facile s'ils venaient nous voir dire « Je me sens en insécurité, tu peux m'aider ?» Mais c'est pas du tout ça qu'ils font. Et c'est beaucoup plus de signaux qui peuvent nous paraître agaçants, en fait, et qui font qu'on peut les rater parce qu'on n'a pas envie, on n'est pas capable, on n'est pas prêt émotionnellement à les recevoir. Et ça demande... C'est épuisant, en fait, parfois. C'est épuisant, alors que c'est assez touchant parce que finalement, on voit le petit avion qui veut se poser sur le pont du porte-avions. Le porte-avions ne comprend pas les signaux. Du coup, il va souvent faire l'inverse. Et donc, on voit ce que nous, on appelle des dyades, c'est-à-dire un parent et son enfant qui s'aiment infiniment, qui auraient envie de passer du temps ensemble. Et en fait, le temps ensemble devient un cauchemar. Disant, mais j'ai envie, j'ai fait des efforts, je me suis rendue disponible pour mon enfant. Et puis, finalement, là, on voit la période des vacances, là. Moi, je sais qu'il y a des parents qui vont dire j'ai très envie et puis finalement ils vont se retrouver sur la plage ou au restaurant ou ailleurs, ils vont dire mais c'est pas du tout ça que j'avais envie de vivre avec mon enfant, ça devient un cauchemar alors que j'ai envie de passer du temps et en fait c'est une question de réglage. C'est un petit peu comme une radio où en fait ça crépite, personne se rencontre alors qu'il y a une affection et un amour infini. Mais c'est pas qu'une question d'amour, d'être parent, c'est aussi de répondre aux besoins de sécurité de l'enfant. C'est ça que la théorie de l'attachement va pouvoir éclairer. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'on a une mauvaise appréhension de cette théorie, de ce concept. C'est que souvent on dit, mais moi, mes enfants, je les aime infiniment. Mais aimer son enfant ne veut pas dire le mettre en sécurité, ne veut pas dire répondre à ses besoins. Il y a des parents très aimants qui sont très toxiques et qui ne fournissent pas la base qu'il faut pour un enfant pour qu'il s'épanouisse. Donc c'est vrai que souvent en France, on parle de ce lien d'amour qui serait au-dessus de tout. Mais l'amour fait pas tout. Non. C'est ce qu'il faut réaliser. C'est vraiment important de décorréler les deux choses, en fait, parce que cette confusion, elle fait beaucoup de mal à tout le monde. C'est-à-dire que le parent, souvent, il se sent pas aimé alors que c'est pas une question d'amour quand l'enfant vient envoyer des signaux. Et puis, pour travailler aussi dans le champ de la protection de l'enfance, ça fait aussi partie de nos réflexions. Mais souvent, on veut évaluer la compétence et les compétences parentales. Moi, quand je rencontre ces parents-là, je dis que je ne remets pas en question l'amour qu'ils ont pour leur enfant. Je suis sûre que tout
parent aime son enfant. Mais moi, ce que je viens questionner, c'est est-ce que ce parent est en capacité et a les compétences de sécuriser son enfant? S'il les a pas, c'est à moi de l'aider, mais je vais pas évaluer s'il aime ou s'il aime pas, en fait. C'est extrêmement intime, et puis on va pas aimer pareil notre enfant, notre parent, notre compagnon, notre compagne. C'est très différent, donc ça reste très subjectif. Or, la théorie d'attachement, elle vient vraiment objectiver les choses. Puis la deuxième chose sur la confusion, c'est qu'on va voir des parents, par exemple, qui vont nous dire « Ah ouais, mais il passe 8 heures chez la nounou, il va plus aimer la nounou. » Ou des fois, il y a des séparations parentales, où on va dire « Ah bah, il a l'air de préférer son papa ou sa maman. » Ça n'a rien à voir, en fait. L'enfant, il a besoin d'être en sécurité. Et il est en sécurité avec sa nounou dans la journée, super, ça veut dire que le parent, il peut exercer son travail de manière apaisée, mais l'enfant, il va pas plus aimer la nounou. Il va juste savoir qu'il a plusieurs porte-avions. L'enfant, il a besoin de plusieurs porte-avions. Et nous, en France, comme on fait pas cette distinction, on rend tout ça confus et ça crée beaucoup de drames dans les familles, dans le champ de la protection de l'enfance, dans l'évaluation des compétences parentales, où on n'arrive pas à voir vraiment ce qu'arrive à faire le parent et on va lui envoyer des signaux qui sont jugeants, alors que il fait comme il peut. Tu vois, tu as utilisé le terme de parents toxiques. C'est souvent des parents qui n'ont pas eu de porte-avions et qui savent pas faire. Donc il n'y a pas forcément d'intentionnalité. Et si on les guide pas à comprendre les besoins du petit avion, ils vont faire comme avec eux. Et comme avec eux, on n'a pas été sensible, ils savent pas faire, tout simplement. Mais c'est ce que je disais, c'est on peut aimer notre enfant et être un parent toxique. C'est ça qui est terrible, en n'ayant pas du tout conscience d'ailleurs qu'on l'est. Et on l'est peut-être tous un peu d'ailleurs à certains moments de nos vies. Heureusement qu'on est des parents imparfaits, parce que vraiment, il faut déconstruire aussi le culte du parent parfait. Il n'existe pas. Et l'enfant, il grandit avec nous et nous, on s'élève avec en l'élevant. Donc, c'est une expérience initiatique de transformation où on va se découvrir. Et c'est justement parce qu'on n'est pas parfait que l'enfant va nous aider à découvrir des choses. Donc non, je pense pas. Enfin, moi, je n'utilise pas forcément toxique. Je pense qu'on est, on fait comme on peut. Ce qui compte, c'est de pouvoir à chaque fois s'ajuster et puis savoir demander de l'aide si on a besoin d'aide. Alors justement, on va parler de ces enfants qui nous envoient des signaux plus forts que les autres, on va dire. Si vous êtes parent de plusieurs enfants, vous avez peut-être visualisé ce dont je parle. C'est quoi déjà pour toi la définition d'un enfant dit insupportable, difficile, qui vient nous bousculer ? Alors, il n'y a pas de définition scientifique. J'ai fait effectivement un travail sur ce que j'ai appelé les enfants qui dérangent, parce que c'est plutôt peut-être cette terminologie qui pourrait nous aider à définir. C'est que on voit bien par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que l'enfant, il est attendu dans une vie où on espère que finalement il s'autonomise très vite, qu'il puisse apprendre, qu'il puisse comprendre les règles de société, être poli, mais quand même garder un esprit libre. Tu vois, franchement, on est hyper ambivalent. Sois conformiste, mais pense en fonction de ta propre pensée. Mais écoute tout ce que je te dis quand même. Mais écoute quand même tout ce que je te dis. Et puis, sois gentil avec papy et mamie à Noël, parce que quand même, sinon, on va dire que t'es mal élevé. Enfin, les parents sont soumis à des injonctions paradoxales auxquelles ils soumettent ensuite leurs enfants. Donc c'est pas simple. Et on voit qu'effectivement, il y a des enfants qui viennent bousculer tout ça. Il y en a quand même beaucoup. Ils viennent nous bousculer dans nos attendus. Ils viennent aussi bousculer plus globalement nos systèmes. Moi, je travaille beaucoup avec l'école maintenant. On voit que avant, à l'école, il y avait un enfant par classe qui était un petit peu difficile à comprendre. Aujourd'hui, quand je vais dans des écoles, ils me disent c'est 3, 4, 5 par classe avec des AESH qu'on appelle maintenant des aides scolaires. Mais avant, il y en avait très peu. Aujourd'hui, les maîtresses nous disent mais il nous en faudrait 3, 4 tellement les enfants viennent déranger le système. Donc je pense que la définition, elle est plutôt en lien avec ce que les adultes vivent de ces enfants-là, plutôt que de l'enfant. Et c'est vraiment la réflexion que j'ai envie de mener avec toi là et avec les parents en général. C'est que cet enfant qui dérange, il vient probablement nous envoyer un signal que parfois on n'a pas trop envie de voir, et que des fois on met un peu sous le tapis. Quand on est parent, c'est un peu plus difficile parce que finalement on est un pour un dans la relation. On voit avec le monde de l'école, avec de plus en plus d'enfants qui viennent nous dire que il y a peut-être des choses à réorganiser dans nos systèmes éducatifs.
D'autres le disent avant moi, hein, et je viens pas là pointer des dysfonctionnements de l'école de manière négative. Je viens juste dire qu'aujourd'hui, au vu de la souffrance des enfants, des enseignants et des parents, il y a peut-être des choses. Et moi qui voyage à l'international et qui rencontre nos collègues à l'international, ils ont beaucoup de mal à comprendre nos fonctionnements éducatifs. Et on voit aussi comment les enseignants arrivent à moins décoder les signaux des enfants. Donc c'est parfois, et je finirai là-dessus sur cette question, c'est parfois plus facile de penser que l'enfant a une pathologie et un trouble qui va justifier qu'on focalise sur l'enfant plutôt que de penser à une remise en question de nous adultes ou de nous plus globalement système, pour se dire, tiens, peut-être que s'il y a plein d'enfants qui nous disent ça gratte un peu, peut-être qu'on pourrait faire un petit peu autrement et on verrait que ça marcherait en fait. Donc ce que tu dis, c'est que cette vision le prisme par lequel on passe de se dire c'est l'enfant qui a un problème, au vu du nombre qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'est pas tellement qu'il y en a plus qu'avant, c'est aussi parce que on les autorise aujourd'hui à exprimer leurs émotions, mais c'est l'environnement général qui n'est plus adapté aux enfants et qui crée en fait cette souffrance. Ouais, ça fait partie des hypothèses. Je ne nie pas l'existence de pathologies et de troubles inhérents et intrinsèques à l'enfant, dont il est porteur par des troubles neurodéveloppementaux, par exemple. Mais je dis qu'en France, on n'est pas assez soucieux de la nature de l'environnement dans lequel finalement, on plonge l'enfant pour aller dans d'autres pays et pas que le Québec, même si j'ai un tropisme plus favorisé avec eux. Mais je reviens aussi du Japon. On voit très bien qu'ils sont aussi très soucieux de ce que va vivre l'enfant dans son environnement. Nous, en fait, dès que l'enfant est en difficulté, eh ben on va focaliser sur l'enfant, mais on va pas se demander finalement si là, je vais vous raconter l'histoire d'un petit bonhomme là. Il est plus petit en taille, il a un problème, il est né prématurément et il a régulièrement des moqueries que lui vit réellement comme un harcèlement. Les adultes de son environnement, ils ont banalisé ça en disant c'est pas grave, tous les matins, et là, nain de jardin, le citron pressé, enfin des petites choses comme ça. Et pour les adultes, finalement, c'était de l'humour. Pour ce petit bonhomme, c'était beaucoup plus agressif, menaçant, avec finalement aujourd'hui des idées suicidaires sur un petit bonhomme de 5-6 ans et des enseignants qui me disent ouais mais j'ai tellement d'enfants qui manifestent des idées suicidaires que finalement c'est banalisé. Et ben non, en fait. Non, là, adulte, on a la responsabilité de se dire, c'est pas normal qu'ils nous partagent ça, en fait. Donc, je pense que l'idée, c'est de trouver une voie du milieu où on n'a pas à tout dramatiser, mais on n'a pas non plus à banaliser les signaux que les enfants nous envoient, parce que je pense qu'ils sont un peu. Moi, j'aime bien l'image de. J'ai travaillé longtemps dans le Nord Pas-de-Calais, où il y avait des mines. Et en fait, les mineurs descendaient avec un petit canari. Qui était en fait leur sentinelle. Et s'il y avait un coup de grisou qui se préparait, les mineurs ne le sentaient pas, mais le petit oiseau le percevait et ils voyaient que le petit oiseau allait mal et il remontait. Moi, je pense que nos enfants, ils viennent nous dire votre système, ok, il a peut-être marché à certaines périodes de votre société, mais notre société, elle change. Et on a besoin de faire changer nos modèles éducatifs, nos modèles de pensée autour du développement de l'enfant, parce qu'on a des connaissances qui s'actualisent. Et leurs signaux, leurs stigmates de leur souffrance viennent nous dire, ben oui, j'entends qu'il y a des règles et qu'il faut qu'ils répondent à toutes les règles, mais parfois, il y a des règles qu'il faut faire évoluer en fonction de ce qu'on connaît de leurs besoins. Qu'on se connaît aussi en termes d'apprentissage aujourd'hui dans les méthodes d'apprentissage. On sait ce qui marche. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche plus. On a l'intelligence artificielle. On sait que apprendre du par cœur aujourd'hui, ils ont accès sur Internet. Donc, c'est plutôt apprendre leur esprit critique, leur curiosité. Et on voit que nos systèmes, ils sont quand même très ancrés dans des choses plus anciennes et leur transformation, leur mutation est beaucoup plus compliquée à faire. Mais pour autant, nos enfants, s'ils sont toujours soumis à ça, comme les petits canaris viennent nous dire help, peut-être faire évoluer les choses, en fait. C'est intéressant aussi la métaphore que tu donnes, ou même quand tu parles de l'environnement qui serait problématique. Il y a une métaphore que j'aime bien aussi en jardinage. Tu sais, quand une plante elle est en train de mourir quelque part, on se dit pas que le problème c'est la plante. On sait que c'est la terre ou l'environnement qu'on n'a pas bien préparé, ou en tout cas il faut la changer d'environnement pour qu'elle puisse fleurir ailleurs. Et on n'a jamais cette réflexion avec les enfants, en fait. Jamais.
Ou il y a aussi l'exemple du sirop antitussif. On tousse et on se dit, je vais prendre un sirop. Mais s'il y a un toxique, une substance qui est là sans arrêt et qu'on n'enlève pas la substance, on peut prendre du sirop antitussif. Il va pas marcher, en fait. Donc, tout ça, c'est le même exemple. Mais effectivement, avec l'enfant, il y a quelque chose qui ne se pense pas. Je ne sais pas pourquoi. On se met plus à la place de l'enfant alors qu'on a été enfant. Et on leur demande de subir des choses qui sont insupportables. Je vais le dire là parce que c'est important, mais on a mis là un plan maternel qui fait qu'on estime que en mettant du français et des maths pour les petits de 3-4 ans, ils vont être meilleurs au collège. Les pays à l'international, ils nous regardent, ils sont sidérés. Là, j'ai rencontré le ministre du Québec, il m'a dit, pour vrai, faites ça à vos enfants, quoi. On sait que ça marche pas. Mais voilà, donc, si on peut participer à faire évoluer les choses, tant mieux. Oui, tu veux dire qu'on n'est pas encore sur les pédagogies qui passent par le jeu, par l'exploration, à ces âges-là où c'est très important. On veut repartir sur de l'académique et avoir les meilleures notes pour faire illusion qu'à l'international, on a des bons résultats pour nos élèves. C'est exactement ça. Et juste pour le Québec, on pourrait dire il n'y a pas de scolarité avant 6-7 ans et même on peut la retarder s'ils ne se sentent pas prêts. Et ils sont dans les 5 premiers au classement PISA. Donc en fait, on voit très bien que c'est pas en commençant les fondamentaux à 3-4 ans qu'on arrivera finalement à avoir un bon classement PISA. Parce que en plus, ces attendus pour ces très jeunes enfants sont menaçants. Et là, on va revenir aux besoins de sécurité. Plus ils sont menaçants, plus l'enfant va se verrouiller sur un mode survie, moins il va explorer et plus l'enseignant sera en difficulté en se disant mais en fait il apprend pas, mais en fait c'est juste pas en lien avec les connaissances actualisées en termes de développement de l'enfant. Alors c'est drôle parce qu'ici, tu vois, on est dans une rue où juste en face, il y a l'INSPE, donc c'est là où on forme les prochains enseignantes de la région. Mais je crois que tes connaissances, en tout cas, elles n'ont pas encore traversé, malheureusement, jusque de l'autre côté de la rue. Prochaine fois. Ouais, je sais. Heureusement, il y a des enseignants qui se forment eux-mêmes, mais c'est le système aujourd'hui dont on parle qui n'est pas encore adapté. Ouais, c'est pas les personnes. Non, évidemment. Comment est-ce qu'on fait pour aider un enfant qu'on dit du coup difficile dans cet environnement qui est pas adapté à eux pour les aider à s'apaiser? C'est à nous de faire tous les efforts? Alors dans ces enfants qui dérangent, il y en a qui sont effectivement beaucoup plus bruyants. C'est ces enfants qui vont s'opposer, qui vont provoquer, qui vont ne pas vouloir obéir au moment où on a décidé, qui vont nous envoyer des signaux plutôt répulsifs. Globalement, nous, on va les appeler aversifs, mais c'est vraiment ça. C'est j'ai besoin de proximité, j'ai besoin de cohérence, j'ai besoin d'être rassurée, mais je vais finalement envoyer le signal inverse. C'est-à-dire, je vais provoquer, je vais insulter, je vais être un mini-ado alors que j'ai 3-4 ans. Et donc globalement, la première chose qui nous vient, c'est que on va avoir plutôt un comportement pour essayer de les responsabiliser. Alors on dit plus punitif parce que ça se dit plus cette terminologie, mais on a envie de leur montrer que c'est pas ok en fait qu'ils fassent ça. Mais en fait, c'est un peu comme l'iceberg. C'est que ces signaux qui nous envoient, qui peuvent être des troubles du sommeil, des refus d'alimentation, des refus de s'habiller le matin, ils traînent pour aller à l'école, ils vont taper, ils vont être agressifs. Très vite, on va penser qu'ils sont violents. En fait, ça va être le haut de l'iceberg. Le bas de l'iceberg, c'est, en fait, j'ai peur. J'ai peur parce que mon environnement n'est pas suffisamment cohérent, n'est pas suffisamment prévisible, n'est pas suffisamment stable et parfois trop menaçant. C'est pour ça que je parlais de ces plans maternels, parce que quand on voit des attendus académiques sur des enfants de 4 ans qui sont juste d'abord dans l'exploration, c'est difficile. Là, j'ai un petit bonhomme en début d'année, il avait 2 ans et demi. On a dit, la maîtresse m'a appelé en disant, je pense qu'il va louper son CP parce que il colorait pas dans les formes et il colle pas les gommettes au bon endroit. Il est en petite section de maternelle. Donc vous voyez que en fait, quand on va menacer l'enfant, on va finalement activer ce système d'attachement. Si j'utilise mon vocabulaire un petit peu plus scientifique. Ça va être menaçant pour lui et quand il se sent menacé, il va utiliser toute son énergie pour essayer de se rassurer, de s'apaiser. Et s'il met son énergie là-dessus, il peut pas explorer, il peut pas repartir explorer le monde. Donc, pour revenir à ta question, c'est si l'enfant se sent menacé, il a besoin de sentir qu'il a au moins un porte-avions sur lequel il peut venir se poser. Cette maman, quand elle est venue me voir, elle me dit, bon, est-ce que le soir, je le punis? Parce que, la maîtresse, là, je l'ai revue en fin d'année, la maîtresse a dit, faut faire tous les devoirs de vacances, là, parce que, franchement, il faut préparer la moyenne section. Il faut faire des devoirs de vacances en petite section? Ouais, entre la petite et la moyenne section.
Et ben là, alors je veux pas dédire l'enseignant et critiquer directement l'enseignant, mais c'est parce que l'enseignant est lui-même menacé par des attendus en disant ah bah oui, mais s'il loupe ce CP, c'est que vous avez pas assuré en petite section en fait. Hein. Donc vous voyez comment on est dans cette chaîne d'insécurité. Et donc là, c'est que le parent puisse dire ok, ben écoute, maîtresse, elle a été inquiète pour toi, elle a fait tout son travail dans l'école et t'as bien avancé, parce qu'en plus sa maîtresse a été rassurante à la fin de l'année en disant il a fait un super travail, mais bon, ça serait bien de pas lâcher. Bah si, en fait, hein, lâcher. Passer des vacances, passer des moments où vous êtes ensemble, où vous allez explorer d'autres choses. Hein. Ça peut être la nouvelle, acheter un petit livre pour voir les fleurs et pouvoir les reconnaître, savoir comment se construit une fourmilière, apprendre comment se font les vagues si vous allez au bord de la mer. Mais ça apprendra beaucoup plus de choses à l'enfant que de faire les devoirs de vacances. Je dis pas que les devoirs de vacances sont pas pédagogiques et ludiques, mais on voit aujourd'hui, là j'ai fait quelques consultes la semaine dernière, c'est bon alors il y avait un couple où la maman elle me disait tous les matins à 11h on va faire des devoirs de vacances et le papa disait peut-être qu'on peut faire autrement. Oui, on peut se dire que dans la semaine, il y a cinq activités à organiser puis on va les intégrer dans les loisirs en fait, on va pas se poser de manière menaçante à un moment donné. Donc globalement, c'est comment, finalement, on a le sentiment que l'enfant, il est dans un environnement qui nous semble menaçant et comment nous, sans disqualifier les autres, on lui offre ces espaces de sécurité sur lesquels il va pouvoir se poser, s'apaiser et ensuite il pourra repartir explorer avec l'enseignante, avec le cahier de vacances, avec autre chose. Mais ce ne sont que des enfants. Et en fait, ce dont ils ont besoin, c'est de nous pour apprendre à explorer, à aller dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, apprendre des choses qu'ils n'apprennent pas forcément dans le milieu scolaire. La dernière fois, j'ai eu ce petit bonhomme là qui avait des idées suicidaires. Il me dit, tu sais, en fait, Louis XIV, je m'en fous. En fait, je vais pas le rencontrer dans la rue. Hein. Bon, d'accord, il a habité Versailles, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vivent maintenant, dans mon monde de maintenant. Et puis après, il me dit, bon, la géographie. Alors, on m'apprend que les clémentines, elles vont pousser en Espagne. Mais tu sais, quand je vais au supermarché, c'est écrit d'où ça vient, en fait. Donc, en fait, ils nous apprennent, ces enfants, que tout ça, c'est des informations dont ils ont déjà accès. Ce qu'ils attendent de nous, c'est les aider à explorer à des endroits où ils imagineraient pas aller, en fait. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'ils nous disent. Et plus on va les contraindre dans des carcans qui correspondent à nos propres représentations, plus ils vont nous dire, hey, mais réveillez-vous. Nous, on aurait envie d'aller voir comment ça se passe sur Mars, sur la Lune, sur les animaux, sur la pensée, sur la philosophie, sur l'astronomie. Ils sont très curieux, en fait, de tout ça. Donc là, tu parles dans le cadre scolaire, où il y a des difficultés avec le système scolaire, si on dit comme ça. Ça se passe comment quand un enfant a un comportement dit turbulent, tu as parlé des enfants agressifs, au sein du cadre familial avec nous les parents, et où on n'a plus les clés, on ne sait pas quoi faire. Déjà, ça veut dire quoi un enfant qui est dans l'agressivité permanente et qui manifeste ça, ce rejet un peu, et qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser? Alors en fait, ces enfants-là, ils viennent nous dire j'adorerais être sur mon porte-avions, mais en fait, le porte-avions a l'air très occupé. Peut-être qu'il y a d'autres petits avions qui se posent et qui sont très présents aussi sur le porte-avions. Donc l'enfant, il n'est pas jaloux des autres avions, il est surtout soucieux d'avoir suffisamment de disponibilité pour que lui-même fasse le plein de sécurité. Et donc ça arrive souvent chez les enfants, dans la fratrie, pour le deuxième ou le troisième. Le premier, il a souvent connu l'exclusivité du porte-avions. Donc il a pu se nourrir et il a pu apprendre à quel moment le porte-avions était dispo ou pas dispo. On se rend compte quand on accompagne des familles où il y a plus de petits avions, on leur dit est-ce qu'il y a des temps privilégiés avec les plus petits? Ah non, en fait, on fait des jeux ensemble, on est toujours tous ensemble. Mais sauf que le cadet ou le troisième ou les suivants, s'il y en a plus, ils n'ont jamais ce sentiment-là. Et quand ils l'ont, ça leur semble toujours des miettes et toujours beaucoup trop court, en fait. Donc, ils vont nous envoyer des signaux pour nous dire « j'ai besoin de me poser sur le pont du porte-avions ». Et c'est là où on va retrouver les signaux dont on a parlé tout à l'heure, c'est que ça va être des signaux aversifs. Au lieu de nous dire ça serait bien que tu sois un peu disponible. Alors de temps en temps, on est un peu disponible, mais finalement pour l'enfant, c'est jamais suffisant. C'est pas suffisant pour qu'il fasse le plein de sécurité. Et donc il vient ressolliciter la proximité du porte-avions. Et en ressollicitant, il va plutôt être opposant, aversif, et il va être plutôt répulsif. Et globalement,
cet enfant-là, on va lui dire plus tard, ou je serai disponible quand tu seras gentil, ou on verra quand tu seras plus gentil avec moi. Enfin, vraiment, on est dans quelque chose où on va attendre de lui. Sauf qu'il peut pas le faire, en fait. Et plus il est répulsif, plus nous on le rejette, plus on l'éloigne, moins il fait le plein. Et là, vous voyez le cercle vicieux duquel l'enfant seul ne peut pas sortir. C'est-à-dire que un enfant ne peut pas retrouver sa sécurité émotionnelle seul. Il a besoin que l'adulte prenne sur lui. Et donc souvent, il faut aider le parent à se dire « Ouais, c'est pas celui vers lequel vous avez envie d'aller. C'est pas celui avec lequel, finalement, vous auriez envie de privilégier du temps. Pourtant, c'est lui qui, là, en a besoin. » Donc ça, c'est d'abord ça. Et de se dire d'arrêter d'attendre qu'il soit gentil pour être gentil, parce que ça, vous allez attendre longtemps. Il est perdu, il a peur. En fait, au-delà de l'agressivité, et c'est ça qu'on fait vraiment passer et qu'on a vraiment envie de transmettre aux parents, ou à toute figure d'attachement, c'est ces enfants qui sont agressifs, qu'on va pouvoir étiqueter comme violents. En fait, la violence, c'est pas une intentionnalité. L'agressivité, elle est le témoin de leur peur. Parce que si je reviens en méta besoin de sécurité, quand on a peur, on a 3 stratégies. Vous connaissez les 3 F. Soit je fuis. Donc ça, c'est des enfants trop sages qui parfois nous rassurent à tort. Soit on attaque, fight. On va chercher la bagarre, mais parce que en fait j'ai peur et que ma peur, je vais la transformer en agressivité. Comme ça, au moins, je suis sûre de pas mourir. Soit je me fige. Voilà. Et là, je suis très désorganisée. Et là, c'est encore autre chose. Mais l'enfant qui attaque, l'enfant qui agresse, cet enfant, il a d'abord peur. Et si déjà, on peut le regarder comme ça en disant « Waouh, il y a quelque chose qui lui fait peur. » Comment je peux le rassurer? Et c'est pas finalement en le regardant de haut, en lui donnant des menaces, en l'excluant, que finalement, on va le rassurer. Et on va au contraire encore plus lui faire peur, et plus il a peur, plus il va manifester sa peur, et on va retomber dans ce cercle vicieux. Donc la première chose à faire, avant d'avoir des méthodes un peu toutes faites, parce que moi je suis pas pour les méthodes toutes faites, je pense que c'est unique d'être parent, et on peut avoir 3 enfants et réaliser que les 3 enfants n'ont pas les mêmes besoins. Donc je pense qu'il y a des clés de décodage, on va mieux comprendre comment décoder l'enfant, mais c'est d'abord de pouvoir regarder l'enfant autrement. En tant que parent, de se dire tiens, cet enfant qui vient m'hyper solliciter, en fait, il a envie d'être avec moi, même si moi j'ai plus envie d'être avec lui. Et je vais devoir prendre sur moi en tant qu'adulte, en tant que parent, pour même si j'ai pas envie, faire cet effort de passer du temps avec lui, même si c'est pas reconnaissant tout de suite et même si ça me semble pas efficient tout de suite, parce que c'est ça dont il a besoin. Et il a besoin de moi, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous, on travaille, c'est qu'on met en place ce que j'appelle des temps précieux. C'est qu'on va offrir à cet enfant un temps dédié qui a vraiment un format très spécifique. Sinon, l'enfant, il l'intègre pas comme ça. Parce que les parents, souvent, ils nous disent « Mais non, mais c'est bon, je passe du temps avec lui, je suis là, je fais à manger, et puis je suis avec lui. » Mais non, en fait, on n'est pas avec Ou je suis sur mon téléphone. Ou je suis sur mon téléphone, et ça, c'est majeur. Il suffit qu'on soit, nous, avec un autre adulte qui soit sur son téléphone. On se rend compte qu'il n'est pas du tout disponible, même s'il nous rassure sur sa disponibilité. Elle est très vaine, et nos enfants sont quand même soumis. Là, il y a de plus en plus de recherches sur les écrans des adultes. Et c'était une des publications des 3 jours précédents là sur la recherche. Oui, ça vient toucher la disponibilité. Et du coup, l'enfant, il a cette information qu'on n'est pas disponible. Donc, s'il a peur qu'on soit pas disponible, il va envoyer les signaux et il va être reparti. C'est un enfant qui peut taper, qui peut nous taper en tant qu'adulte, qui peut crier, qui peut nous réveiller la nuit, qui peut refuser de manger, refuser de s'habiller. C'est tous ces signaux-là qui viennent nous dire « Hey, stop, pause, déconnecte. » On n'a pas besoin non plus finalement de faire que des ateliers de pleine conscience. Soyons avec nos enfants. Ils nous imposent la pleine conscience direct. C'est clair. Des économies, globalement. Mais globalement, c'est 1, on va voir différemment l'enfant. Et 2, on lui offre ces temps précieux. Donc, c'est des temps dédiés où on va se donner un quart d'heure. On montre le quart d'heure à l'enfant. Pendant ce quart d'heure, il n'y a rien qui vient nous interférer.
Pas les frères et sœurs. Pas les frères et sœurs, et ça, c'est pas toujours facile, parce que quand on est une famille monoparentale, il y a quand même les frères et sœurs. Faut réussir à s'organiser, peut-être aller chercher plus tôt cet enfant-là à la crèche ou à l'école pour avoir ce temps dédié, ou avoir peut-être l'aide d'un voisin, d'une voisine qui va garder les autres pendant qu'on lui offre ce temps-là. C'est un quart d'heure, donc ça peut être possible malgré tout. On va dire à l'enfant qu'il est important pour nous, pas qu'on l'aime plus que les autres, parce qu'on va pas l'aimer plus que les autres, mais que là, il est suffisamment important pour qu'on pose notre téléphone, nos obligations, tout ce qu'on a à faire pour être totalement dédié à lui. Et puis, à la fin du temps qu'on va passer avec lui, donc on fait un temps où on va être dans un environnement plutôt contenant, à faire ce qu'il a envie de faire, en fait, parce qu'ils savent très bien ce dont ils ont envie de jouer avec nous. On n'est pas obligé d'avoir un planning de ce qu'on va faire minute après minute. Et puis, à la fin du temps précieux, on va partager positivement ce temps avec l'enfant. Parce que vous allez imaginer ces enfants-là qui viennent nous déranger toute la journée. Ils entendent quoi, C'est comme quand vous arrivez au boulot, on dit « Ah non, tiens, encore Clémentine qui est arrivée au boulot, encore Anne, elle est là. Ah ben non ». Et puis on n'entend que des choses négatives toute la journée. C'est mieux quand t'es pas là. La maison est plus tranquille quand tu cries pas. C'est plus apaisé si t'es chez ta grand-mère ou à l'école. Ils entendent ça toute la journée. De temps en temps, on arrive à leur dire des choses positives, mais c'est pas majoritaire. Et après, on vient nous voir en disant « Il a pas confiance ». Bah oui, mais... petit peu normal, puisqu'ils entendent que des choses négatives. Donc, à la fin du temps précieux, c'est de faire un retour positif avec l'enfant. Ça fait plaisir d'être avec toi. C'est génial de passer du temps avec toi. Oh, j'ai découvert, moi, je fais des dessins avec les enfants, puis je montre aux parents. Ils disent, c'est pas lui qui a dessiné ça. Parce que les parents ne se rendent plus compte des compétences de ces enfants-là. Ils ne voient plus que la chose, les signaux qui dérangent, tout ce qui est très bruyant, ce qui dérange, et ils ne voient plus les compétences de ces enfants-là, alors que c'est souvent des enfants très sensibles, qui ont des hyper compétences dans certains domaines. Mais bon, c'est un peu banalisé. On le voit à l'école. Quand moi, je demande les compétences. Ah non, mais sur les compétences, ça va très bien. Mais il est immature sur un plan émotionnel. Non, pas du tout, en fait. C'est des enfants qui ont des compétences, qui sont très sensibles et qui ont beaucoup d'attendus. Ça me fait penser quand tu disais ça sert à rien de les isoler. Pendant longtemps, on a eu ce débat du time-out et la durée. Et c'est vrai que ces enfants qui sont tellement épuisants, parce qu'on parle pas assez dans la société de l'épuisement parental, c'est la solution qui nous paraît la plus logique sur le moment, de leur dire va loin de moi, aussi pour protéger tout le monde, parce qu'on sait aussi que on peut beaucoup plus déraper quand on est à bout, que on vient nous solliciter à un moment, on peut pas encaisser indéfiniment. Mais ce que tu es en train d'expliquer, c'est que c'est en fait l'inverse qu'il faut faire avec ces enfants-là. Ça sert à rien de rigidifier le cadre, parce que c'est pas eux qui ont besoin d'un cadre beaucoup plus dur. Ils ont besoin de comprendre qu'il y a de la sécurité, c'est ça? J'ai pas dit de l'amour, parce que c'est vraiment, il serait pas de l'enjeu de l'amour, de cette disponibilité. C'est ça. L'idée, c'est de trouver la voie du milieu. C'est vrai que moi, je préfère qu'un parent puisse poser son enfant, le laisse pleurer plutôt que le secouer, et qu'il s'éloigne et qu'il s'apaise le temps que. Mais ces enfants-là, ils nous envoient des signaux pour retrouver cette proximité-là. Donc, c'est sûr qu'il faut pouvoir leur offrir. Après, l'idée, c'est qu'un enfant de 6 mois, c'est pas un enfant de 6 ans. Et qu'un enfant de 6 ans, on doit aussi le responsabiliser. Et OK, il a peur. On va faire en sorte que l'environnement soit plus cohérent, prévisible et stable, parce que ces enfants, ils ont besoin vraiment de ce cadre très lisible. Mais on peut pas non plus tout tolérer. Donc, c'est de trouver cette juste mesure, de pas l'autoritarisme où, c'est comme ça. Nous, on appelle ça l'autorité sensible. C'est-à-dire, je suis sensible aux besoins de l'enfant, mais pour autant, je pose un cadre, parce que le cadre, il est essentiel. Et on voit très bien que s'il n'y a pas de cadre, là, ils sont totalement perdus. Donc, voilà, c'est comment on fait au milieu de tout ça en tant que parent, tout en pensant avec des idéaux éducatifs que si on met trop de cadres et qu'on dit trop souvent non, ils vont griller des neurones, etc. Non, il y a besoin d'un cadre. Il a besoin que de savoir qu'il y a des choses possibles et pas possibles. Ils ont surtout besoin d'explorer. Et tout ça, ça se joue effectivement dans la période du 18 mois, 2 ans, où l'enfant là, il va plus s'explorer, il va plus se mettre en opposition en fait. Et des enfants qui...
Tu vois, je pense que c'est souvent un peu un choc l'entrée à l'école à 3 ans, en fonction en plus de quel moment dans l'année ils sont nés. Hein. S'ils sont en décembre ou en janvier, ils ont quand même pas le même âge. Où d'un coup leur comportement peut changer. Tu sais, on dit souvent c'est un bon signe quand ils rentrent à la maison et qu'ils explosent contre vous parce qu'ils se sentent en sécurité à la maison. Ils peuvent. Ça n'empêche que c'est hyper dur pour les parents de subir la décharge émotionnelle d'un enfant en fin de journée et qui peut s'intensifier ou s'amplifier avec l'entrée à l'école, par exemple. Oui, parce que ça va être menaçant pour l'enfant en fait. Alors comme tu disais, ça va dépendre de son âge, de ses expériences du passé. Même si avec l'attachement, on sait que c'est pas parce qu'il a fait 3 années de crèche qu'il est plus préparé à l'école. Hein, on voit que ça fait 15 jours de différence d'adaptation entre celui qui a été à la crèche et pas à la crèche. Donc faut relativiser aussi. Hein, il faut pas se culpabiliser si on a pas mis l'enfant à la crèche. Mais globalement, c'est pas tant l'école, c'est l'école dans ce qui peut être menaçant pour l'enfant, avec justement ces attendus scolaires où on va que l'enfant apprenne les règles de société à l'école. Ça, c'est juste génial et l'école le permet. Mais aujourd'hui, il y a des attendus scolaires qui sont quand même très élevés autour des apprentissages et qui font que ça peut être menaçant pour l'enfant. Donc, il va contenir sur le temps scolaire et effectivement, il va décharger sur le porte-avions quand il rentre. Sauf que le porte-avions, il a déjà eu sa journée, les autres soucis qu'il a pu avoir, et que c'est pas forcément simple de pouvoir trouver ces espaces-là. Mais c'est souvent des espaces où il faut décharger sur d'autres temps et pas commencer directement sur les devoirs, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même des attendus de devoirs chez des enfants très jeunes dans nos systèmes scolaires. Et donc, ça vient recommencer à menacer. Puis après, il faut manger à l'heure. De toute façon, on entend le tunnel de 18 heures des parents. Manger, se laver les dents, se coucher à la bonne heure, etc. Je pense qu'il faut réussir à mettre un cadre, mais il faut que ce cadre il soit aussi assez souple. Sinon, c'est impossible, en fait. Mais c'est invivable pour le parent, parce que ça nous angoisse d'entrée, de se dire on va se manger ce tunnel-là qui finit jamais, et ça rejaillit sur l'enfant qui n'a que des contraintes, en fait. C'est ça. Qui n'a que des contraintes et qui n'a que des retours positifs. T'es en retard, tu négatif. N'as pas fait... Ouais, négatif. Oui. J'ai pas dit positif. Négatif. Donc effectivement, c'est sans arrêt des choses, des retours qui viennent sans arrêt le juger négativement, alors que il a aussi besoin. Il a accepté les contraintes de l'école, il a accepté la contrainte du cadre. Donc ça veut dire qu'il a compris le cadre. Mais est-ce qu'il a besoin de vivre tout le temps dans ce cadre-là ? Et c'est en ça où notre société française, elle est quand même extrêmement normative et exigeante vis-à-vis des enfants. Et en plus, quand, par exemple, il y a des fratries rapprochées, on demande... Moi, j'ai un petit bonhomme, il avait 5 ans, il avait 2 frères et sœurs. Comment il m'a dit ? Je dois montrer l'exemple, mais je m'en fous, docteur Anne, de montrer l'exemple. J'ai que 5 ans. Enfin, voilà, mais vraiment, il a que 5 ans, quoi, en fait. Il a la lucidité déjà de se rendre compte de ça. Il a la lucidité, voilà, de le dire. Mais du coup, il s'oppose des fois. Et il est vécu comme... mais il a que 5 ans, en fait. Et effectivement, on demande à nos enfants d'être extrêmement sages, à l'heure, polis, d'apprendre ce qu'on leur demande d'apprendre à l'école. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le cerveau de nos enfants, il fonctionne différemment, que ça s'en va un peu dans tous les sens. On voit cette épidémie d'HPI, même s'ils sont pas tous HPI, mais en tout cas, ils sont tous très curieux aujourd'hui. Ils sont pas hyper stimulés, mais on a une société qui stimule beaucoup plus qu'avant. Et donc, voilà, ils sont aussi, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, hein. Ils ont leur tempérament, mais ils sont aussi soumis à beaucoup d'informations de leur environnement. Donc, c'est normal qu'ils captent tout et qu'ils aient envie d'aller plus loin. Et quand on leur dit, non, c'est que comme ça, c'est dur. C'est dur pour eux. Alors justement, ces enfants que tu catégorises qui dérangent, parce qu'ils dérangent notre société et nous en tant que parents et les adultes, est-ce que c'est aussi, alors on a compris c'est l'environnement, mais ça peut être aussi un tempérament, un héritage familial. Ce que souvent on dit, et toi t'étais comment quand t'étais enfant? Ça peut être lié à un traumatisme, à un contexte. Il y a d'autres facteurs au fait qu'il n'y a pas que l'enfant qui veut aller sur le porte-avions. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer? Oui, bien sûr. Oui, l'attachement n'explique pas tout. Mais en tout cas, quand on voit
qu'il y a des environnements, ce qu'on disait tout à l'heure, l'enfant, il arrive à se réguler dans un environnement et il explose dans un autre environnement. Là, quand même, on se dit qu'il y a une question de sécurité d'abord qui doit être posée avant d'imaginer un trouble. Le trouble, il a envahi tous les espaces. Okay. Si on distingue les moments, c'est qu'il y a quelque chose qui l'insécurise dans un environnement ou en tout cas qu'il a pris sur lui et qui vient décharger. Voilà. Ensuite, oui, l'enfant, il est fait aussi de mémoire, il est fait de transgénérationnel, il est fait d'une histoire, donc globalement, ça fait aussi partie de lui. Il a aussi un tempérament, on connaît plus ses tempéraments. Ça fait pas très longtemps, c'est les années 80 avec les travaux de Kagan aux États-Unis, c'est hyper intéressant. Oui, il y a des enfants qui naissent plus anxieux, d'autres plus à l'aise. Il y a un certain nombre de tempéraments qui se dessinent. Malgré tout, moi, j'aurais envie de dire que il peut y avoir aussi un trouble neurodéveloppemental, un tableau d'autisme, un tableau de trouble de l'attention ou un trouble attentionnel et de la je cherche le terme, ça doit être le début des vacances. Hyperactivité, voilà. Donc globalement, je ne nie pas ça, mais même si finalement cet enfant est porteur d'un autisme, il a besoin d'être en sécurité. Donc j'ai envie de dire, finalement, quelle qu'en soit l'origine, et c'est une origine du passé, ou quel que soit le tempérament de l'enfant, c'est peut-être un enfant anxieux, et les enfants anxieux, ils ont encore plus besoin de sécurité que les autres. Donc c'est un levier sur lequel on va pouvoir intervenir, et cet enfant anxieux, il a encore plus besoin de cohérence, plus besoin de prévisibilité, plus de stabilité. Et on voit comment nous, on travaille avec ces enfants-là, ou dans les autres pays, et ils voient l'amélioration de la symptomatologie de ces enfants-là en travaillant sur la sécurité. Donc l'attachement n'explique pas tout, mais c'est pour ça qu'on inverse. Là, je reviens du Canada où ils ont inversé les choses. Nous, en France, en fait, on doit passer par un diagnostic qui envoie un dossier MDPH et qui envoie à des aides. Dans les autres pays, ils ont inversé. Ils ont mis la sécurité comme finalement un socle. Et puis ensuite, et qui est bénéfique à tous les enfants. Je parle du Québec, mais ça se fait aussi bien sûr dans les pays nordiques. Et ensuite, on voit ce qui va rester. Et du coup, on a moins d'enfants qui vont en pédopsychiatrie ou ailleurs parce que globalement, le système a répondu aux méta-besoins de sécurité des enfants. On prend le problème à l'envers. On prend le problème à l'envers. En tout cas, on peut inverser les choses et en inversant les choses, on est beaucoup plus dans un cercle vertueux qui va correspondre aux besoins des enfants, qui va apaiser les parents, les enseignants et le système et qui va être finalement source de réconfort pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la baisse de motivation des professionnels du champ de la petite enfance, c'est aussi ça. Ils ont l'impression que c'est pas satisfaisant ce qu'ils font, mais c'est pas eux, c'est le système qui aurait effectivement tout intérêt à inverser les choses et partir des besoins fondamentaux de l'enfant pour structurer, et pas forcément de la pensée de l'adulte qui pense que ça c'est bon pour l'enfant en fait. Et ça fait résonance avec l'ambiance générale de ces derniers mois. On a beaucoup discuté dans le monde politique de ce qu'on veut faire pour l'éducation, avec un retour à l'ancienne, avec des gros guillemets, mais plus d'autoritarisme, un uniforme, le respect des règles. Les politiques sont complètement déconnectés au final des dernières recherches, puisque de ce que tu racontes, c'est pas ça l'enjeu. Ça marche pas, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'actualisation des connaissances sur les besoins fondamentaux, parce que peut-être que c'est trop menaçant. Et ça vient déranger un système, mais tu le dis bien, on est passé, et puis en France, on a aussi une lecture un petit peu que moi j'estime binaire, et je le dis clairement. Soit on a une lecture très sociale, avec ce pauvre parent qu'il va falloir soutenir parce qu'il est vulnérable et parce que finalement il traverse une période difficile. Donc on va compenser ces dysfonctionnements et compenser ces difficultés. C'est la lecture qui a été choisie en France depuis 20 ans et qui met en œuvre des politiques de soutien à la parentalité. Et puis quand on voit que ça marche pas, que ça déborde, paf, on passe de l'autre côté avec le mouvement du balancier. Là, on va être répressif. Et donc là, ça c'est plus le pauvre parent, c'est le parent démissionnaire, c'est le parent qui est insuffisamment compétent, donc démissionnaire ou défaillant.
Voilà, je cherchais le terme. Et donc là, on va le menacer. Sauf que si on le menace, là, je vais reprendre ma théorie d'attachement. Si on le menace, on active son système d'attachement et on désactive son système de caregiving. Et il n'ira pas explorer l'aide. Donc, de toute façon, ça, on sait que ça ne marche pas. Or, il y a une troisième voie qu'on n'explore pas en France, que moi je porte, mais qui n'est pas encore entendue. C'est une voie du milieu où on va utiliser de la psychoéducation, c'est-à-dire on va soutenir les compétences du parent, on va aller voir les compétences du parent et on va partir de ses compétences pour aller le soutenir et pas partir d'un diagnostic de ses incompétences ou de ses défaillances ou de sa vulnérabilité pour aller compenser les choses en fait. Et ça marche, et ça marche à l'international, il y a de la bibliographie là-dessus. Ça n'empêche de devoir probablement être répressif quand effectivement ça ne marche pas et de compenser dans une prévention plus ciblée sur ça. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'être parent en général, c'est pas simple et que ça touche tous les parents dans cette difficulté. En plus, dans ce que tu expliques là, quand on considère le parent comme pauvre parent, c'est difficile, on lui enlève des compétences aussi et une responsabilisation qui est nécessaire pour s'envoler seul en fait, parce qu'on peut pas bénéficier d'aide toute notre vie, c'est pas le but. Donc c'est vrai c'est un effet boomerang un peu. Enfin, on vous assiste et après vous y arrivez pas. Bon maintenant, alors attendez, là maintenant c'est le coup près et c'est vraiment ça. C'est schizophrénique un peu. Enfin ça paraît. Et puis c'est impossible pour le parent parce que du coup à un moment il va se sentir lâché en fait. Donc moi ce que j'estime, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, il y a besoin vraiment d'un soutien pour des parents qui sont extrêmement vulnérables où vraiment toute cette dimension sociale elle est majeure. Il y a probablement besoin de répressifs avec des parents qui sont particulièrement maltraitants et qui justifient qu'il y ait des choses qui se passent sur la forme de la judiciarisation. Mais il y a aussi tout un champ du milieu que certains commencent à porter, mais qui n'est pas encore identifié dans tout cet écosystème. Et je pense, et tu as utilisé un terme que j'utilise souvent, moi je parle de parentalité responsable. C'est comment finalement on est responsable de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. Et si on n'a pas répondu... Là, j'entends sur la délinquance et on va muscler toutes les décisions autour des ados délinquants. Mais ils sont pas nés délinquants. J'entends encore des hypothèses de cette nature-là par des collègues pédopsies et moi, ça me fait hurler. L'enfant ne naît pas délinquant. L'enfant, il naît avec des besoins. Si on n'y répond pas pendant un certain temps, au bout d'un certain temps, il va construire des modèles relationnels qui vont lui faire penser que c'est par l'agressivité et la violence qu'il va obtenir la satisfaction à ses besoins fondamentaux. Donc je pense qu'on a une responsabilité majeure, quelle que soit notre place et notre posture autour de l'enfant, figure d'attachement général, primaire ou secondaire, et puis que on a un chantier autour de la prévention qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre en France. En plus, ce que tu dis, c'est que c'est pas uniquement les parents qui n'ont pas répondu aux besoins de sécurité de l'enfant, c'est tout l'environnement, parce que quand tu le dis, on considère dès le début, dès qu'ils sont nés, qu'ils vont être des délinquants. On les a mis dans cette posture, cette prophétie autoréalisatrice, et on les a insécurisés plus. C'est terrible aujourd'hui quand on sait que dès l'entrée, dès 3 ans, on peut déterminer si l'enfant ou non, il pourra aller loin dans les études et à quel point c'est biaisé d'entrée. Les dés, ils sont pipés. Donc on comprend qu'ils aient de la colère aussi contre le système qui joue contre eux. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que alors qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, et ce que je trouve dommage, ce que je trouve dommage, c'est que on puisse pas remettre en question ce système sous prétexte qu'il est historique. C'est les critères qu'on m'a envoyés. C'est historique, oui, mais l'histoire, elle évolue et notre monde, il évolue et il évolue hyper vite. Ça a pu marcher à un moment de notre société. Aujourd'hui, on va prendre ce qui marche de ce système-là, mais on va le faire évoluer avec les connaissances qui s'actualisent et on sera tellement plus pertinent dans notre manière, d'abord d'accueillir nos enfants, d'être parents, d'être professionnels autour du champ de l'enfance, de la petite enfance, de la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, si on est dans cette crise de la motivation, c'est parce que on n'inverse pas le système, en fait, et on s'arc-boute sur des vérités qui ne correspondent plus aux connaissances actualisées. Et l'idée, c'est de ne pas attaquer le système, mais c'est de le transformer, en fait. Et puis, ça nous permettrait de faire une société de façon plus apaisée. Oui, clairement. Il y a beaucoup de clivage et d'opposition aujourd'hui. Et c'est marrant cet argument de dire c'est historique, mais il y a plein de choses historiques qu'il faudrait jamais répéter, en fait. Si on est les héritiers. Oui, voilà. C'est ce qu'on apprend en histoire, d'ailleurs, qu'on doit apprendre de l'histoire. C'est exactement ça. Alors, si on recentre la discussion sur les parents qui sont face à ces enfants qui viennent leur signaler des choses, tu l'as dit, c'est à nous, parents,
d'inverser ce cercle qui est néfaste, parce que c'est pas la responsabilité de nos enfants. Sauf que il y a beaucoup d'attentes envers les parents, qu'il y a de la précarité, notamment dans les familles monoparentales chez les femmes, qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a de l'instabilité financière. Qu'est-ce que les parents peuvent faire en premier pour eux-mêmes redescendre en tension et du coup voir différemment leur enfant aussi? Tu appuies sur quelque chose de vraiment important. C'est effectivement, est-ce que ce parent a conscience des ressources qu'il peut avoir autour de lui? Parce qu'on voit beaucoup de parents qui disent « j'ai personne », en fait, il y a du monde, mais ils n'osent pas demander cette aide-là. Nous, grâce à la compréhension aussi de la théorie de l'attachement, on va comprendre pourquoi il y a plein de parents qui sont en difficulté, mais ils ont appris dans leur petite enfance que demander de l'aide était dangereux. Donc, ils ont un attachement plus distant, évitant. Ils sont plutôt évitants et donc, qui ne tue pas renforce, je vais me débrouiller toute seule, je vais y arriver toute seule en fait, je vais pas demander d'aide. Et on essaye de le travailler là, y compris avec le ministère, sur de dire, mais en fait, il y a pléthore de propositions pour les parents et ils viennent pas en fait. Mais parce que les parents qui savent où trouver de l'aide, ils vont y aller et c'est pas pour eux que sont faits ces dispositifs-là. Donc c'est d'abord de se demander, tiens, est-ce que j'ai de l'aide dans mon environnement ? Est-ce que je l'identifie sans forcément demander de l'aide tout de suite? Et est-ce que je peux demander des petites choses de temps en temps? Est-ce que je peux m'autoriser à dire « Tiens, là, peut-être que ça serait bien d'aller m'acheter un paquet de couches ?» Ça n'engage pas grand-chose, mais de voir que finalement, il y a plus de monde autour de nous qu'on imagine. Et que les gens disent oui. Et que les gens disent oui. Et que les gens sont contents de dire oui. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui voudraient aider, mais qui ne savent pas comment aider, en fait. Donc, c'est d'abord de passer par notre environnement. Peut-être la première étape que j'ai oublié de dire là, c'est de dire que aujourd'hui, beaucoup de parents se sentent honteux de demander de l'aide et se sentent isolés. Cyrulnik, il parle pas d'isolement, il parle d'isolation. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on n'est pas isolé, on a les réseaux sociaux, on a du monde, voilà. Et pour autant, les gens se sentent seuls de manière abyssale, alors que on n'a jamais été aussi connectés les uns avec les autres. C'est pour ça qu'il fait la distinction avec isolation. Et du coup, ça donne aussi un sentiment de honte de demander de l'aide et juste de reconnaître que d'être parent, c'est pas facile. Vraiment, d'être parent, c'est pas facile. Qu'on a le droit de demander de l'aide et que si on demande de l'aide, c'est pas honteux. Tous les parents d'avant demandaient de l'aide parce que les générations d'avant, finalement, il y avait toujours la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la tante, avait quelqu'un dans le village et c'était normal en fait. Nous, aujourd'hui, on n'a plus cette ambiance de village et donc on pense qu'on doit se débrouiller tout seul. Pas du tout en fait. Être parent, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est clairement nécessaire de pouvoir s'appuyer sur les autres. Donc déjà de passer par là, et de réaliser aussi tout ce qu'on fait bien, parce que notre société, elle pointe tout ce qu'on fait pas bien. Il y a quand même plein de choses que vous, parents, vous faites super bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de regarder discrètement s'il y a des gens autour de vous et de se dire, tiens, peut-être que je prendrais pas trop de risques à leur demander ça. Et puis de voir ce que ça donne. Et puis finalement, on se rendrait compte que on est obligé des fois de faire la fête des voisins pour réaliser qu'il y a des voisins autour de nous qui peuvent nous ramener le lait, le beurre, le pain, j'en sais rien, ou en tout cas quelque chose. Garder notre enfant. Ou garder notre enfant, ou autre chose. Mais tu vois, garder notre enfant, c'est déjà un engagement. Alors que aller juste chercher des couches, on se dit, tiens, on donne la marque et commencer ça et de se rendre compte qu'en fait, on a un écosystème autour de nous et le mobiliser. Et puis, on a aussi des gens qui peuvent nous aider autour de nous et de pas hésiter à aller leur demander de l'aide. Ça, c'est vraiment important. Et puis, de se demander des choses très simples. J'en ai parlé dans mon dernier ouvrage, là, Bébé, apprends-moi à devenir ton parent. À un moment, je donne aux parents une baguette magique en leur disant, en fait, si vous aviez à vous faire plaisir, là, qu'est-ce que vous feriez? Et il y a plein de parents qui me disent, en fait, je sais pas, je ne sais plus, parce que je pense tellement plus à moi que je ne sais même pas ce qui me ferait plaisir aujourd'hui. Et sans être un plaisir totalement inaccessible, mais un plaisir du quotidien. Et voilà, j'ai envie de dire, demandez-vous la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Peut-être que ça serait juste d'aller faire un tour au parc, comme ça, alors qu'il y a plus grand monde, ou je sais pas. Mais plein de parents, ils sont avec la baguette magique, là. J'en ai une fausse, je prends une baguette chinoise, là, et puis je sais pas. Je sais pas. Et juste vous poser cette question-là. Ça, juste ça. Et si c'est possible, de vous autoriser à le faire de temps en temps, de prendre des moments de répit. C'est comme dans l'avion. Si vous mettez pas le masque à oxygène, vous pouvez pas aider votre enfant. Et prenez aussi du temps
Est-ce qu'il y a des gens qui font des temps précieux avec vous? Est-ce que vous vous autorisez à faire ça? Donc, quand on voit des mamans, par exemple, qui ont du mal à toucher leur enfant, elles savent pas comment le changer, mais il y a personne qui les touche, elles. Personne ne les touche avec un toucher bienveillant, même un kiné, même un ostéo, enfin, des choses qui peuvent sembler banales pour beaucoup de parents, mais ils s'autorisent même plus à faire ça, en fait. Un massage, mais des fois c'est payant et c'est pas toujours accessible, hein, mais ou se masser les pieds ou de faire quelque chose de cette nature-là. Après on dit mais elles savent pas toucher leur bébé, mais qui c'est qui les touche? Donc revenir à des choses aussi sensorielles. Est-ce que je m'autorise à me mettre une musique, à me dire tiens j'écoute juste ce morceau que j'aime bien pour m'apaiser? Ou est-ce que on est tout le temps dans nos contraintes et voilà de passer aussi par nous? Oui, lire un livre. Lire un livre. Est-ce que aussi dans ce mécanisme-là, il y a les parents qui pensent que demander de l'aide, c'est s'exposer au rejet en plus, c'est trop dangereux. Et en plus, je suis partie dans ce cercle vicieux, je pourrais jamais réparer, donc j'essaye même plus. Est-ce qu'on a cette notion-là, cette croyance-là que c'est trop tard et que de toute façon, ça sera toujours comme ça? Oui, il y a des parents qui pensent que ça pourra jamais marcher. Et souvent, du coup, c'est la faute de l'enfant. Enfin, ça devient une causalité. Et du coup, nous, on voit des parents. Là, j'ai une maman et je lui dis, non, mais en fait, il a pas du tout de pathologie, en fait. Je suis médecin et je peux vous affirmer qu'il n'en a pas. Et elle m'a dit, mais ça m'aurait rassurée, en fait. Ça m'aurait rassurée parce que moi, je me serais dit que... Et là, le papa, il me dit, oui, c'est pas très confortable, mais en même temps, c'est source d'espoir parce que du coup, si nous, on change un tout petit peu notre posture et que vous nous aidez à changer notre posture, ça va aller mieux. Et j'ai cette maman qui était vraiment en grande difficulté, qui est revenue la fois d'après. Donc, on a mis en place les temps précieux. Je lui ai aussi dit que je comprenais. Son bébé, il était né pendant la crise sanitaire. D'habitude, en fait, pour les autres enfants, elle avait réussi à se rendre totalement disponible pour cet enfant-là. Enfin, pour ses autres enfants quand il naissait. Et lui, il est arrivé et elle avait tous les autres enfants à la maison, en fait. Du coup, elle n'avait pas de disponibilité pour celui-là, alors qu'elle avait organisé une disponibilité pour les autres. Et elle me dit, mais j'en veux plus, je peux plus. Les parents avaient même séparé leur domicile pour avoir du répit. Tellement c'était douloureux, en fait. Et elle est revenue au bout de 2 séances en me disant, j'ai à nouveau envie d'être avec lui. Et là, on se dit, waouh, c'est trop génial. Mais c'est vrai que c'est un effort pour le parent de se dire qu'il va faire ce pas vers l'enfant. Mais la reconnaissance ensuite et l'apaisement, il est tellement majeur que on se dit, ça valait la peine. Plutôt que de s'installer dans ce que tu disais, dans un sentiment d'incompréhension, on a des parents qui arrivent avec des enfants qui sont beaucoup plus âgés en disant, on s'est jamais compris. Ouais, ça fait 10 ans que c'est rencontré. Voilà. Et en fait, on sent bien que la rencontre s'est jamais faite. Mais la rencontre, elle peut toujours se faire. Même la maternité, on voit des mamans qui ont eu des césariennes où l'enfant il est parti en néonate et ils se disent pendant 3 semaines finalement on s'est pas beaucoup vu. C'est pas grave. On se fait une petite bulle, on se rencontre, on fait connaissance et ça peut commencer à 3 semaines, 3 mois, 3 ans. C'est jamais trop tard. Jamais trop tard. La honte, ça joue quel rôle là-dedans pour les parents qui ont honte d'être vus comme défaillants, qui ont honte de pas savoir comprendre leur enfant? La honte, elle s'apparente aussi ou elle est corrélée à la culpabilité. Et la culpabilité, elle est paralysante parce qu'elle est menaçante. En fait, je me sens coupable parce que j'ai pas été à la hauteur. Du coup, je suis menacée. Si je suis menacée, j'active mon système d'attachement et je désactive ma capacité d'être curieuse des besoins de mon enfant. C'est pour ça que c'est important de parler de parentalité responsable. Parce que quand je suis responsable, ok, j'ai une part de responsabilité, mais je suis pas coupable et ça me paralyse pas, en fait. Donc, c'est pouvoir distinguer. Et là, on l'entend, tu vois, tu parlais tout à l'heure des discours. On entend dans les discours qu'il n'y a pas de distinction entre culpabilité, les parents coupables et le parent responsable. Pour moi, c'est très différent. On peut estimer qu'il y a une culpabilité si il y a maltraitance sur l'enfant, ok, mais la responsabilité, c'est quelque chose qui peut être mobilisé. C'est le pouvoir d'agir des parents. Il y a plein de politiques où on dit il faut travailler sur le pouvoir d'agir. Mais si on les culpabilise, on les paralyse, en fait. Donc, c'est comment on arrive à distinguer ces 2 points.
Parce que tu vois, ces enfants qui sont, je dis encore dits difficiles, hein, je mets des guillemets, voilà, qui viennent provoquer chez nous un inconfort très, très puissant, c'est des enfants qui s'exposent à être beaucoup plus maltraités parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'a plus de ressources et qu'on a été élevé dans nos sociétés à user de la force. Et on peut avoir des gestes violents envers nos enfants. Aujourd'hui, ça commence à être compris dans la société que ça n'est plus accepté d'éduquer par la violence, même si c'est pas encore tout à fait la norme. Pour ces parents-là qui savent que c'est pas OK de taper, mais qui ont eu des gestes violents, comment est-ce que tu vas aller chercher pour leur redonner cette confiance et leur dire qu'ils sont compétents? Oui, ils ont eu un geste déplacé, mais il y a de l'espoir, en fait. Il faut déjà regarder tout ce qui va bien aussi. Oui. Il y a des choses qui vont pas, mais il y a tout ce qui va bien. Comment va l'enfant aussi, parce qu'il nous envoie aussi beaucoup de signaux. Et puis, il faut passer par d'abord restaurer le lien. Parce que si on dit juste votre enfant il est formidable, etc., ouais, peut-être avec vous, mais pas avec moi. Et c'est en ça que ce temps partagé, des temps précieux, est pour moi un point de départ obligatoire. On peut ensuite aider l'enfant et le parent à mieux réguler en termes d'autorité, en termes de comportement, mais il faut d'abord qu'ils se retrouvent. Et qu'ils aient à nouveau envie de passer du temps ensemble. C'est pour ça que c'est pas forcément des temps importants, il faut plutôt que ce soit des temps courts, mais qui se passent bien, plutôt que des temps longs, qui vont bien se passer pendant 10 minutes et ça va être pourri au bout de 5 minutes. Et on va se rappeler que des 5 dernières minutes pourries, que des 10 premières minutes. Donc, s'il y a des petits moments, on peut faire des mini-temps précieux aussi. En disant, ouais, là, j'ai 5 minutes, c'est super. Voilà, on va prendre 5 minutes. Et puis, ça se passe bien. Ouais, c'est génial, on a fait 5 minutes. Ah, ça m'a fait plaisir d'être avec toi. Et puis, on repart vaquer à nos occupations. Puis, on en fait un certain nombre comme ça. Et on va retrouver le plaisir et l'élan d'aller vers l'autre, en fait. Parce qu'il n'y a plus cet élan-là. On n'a plus envie, en fait. On sait qu'on va se faire pourrir, que ça va crier, alors qu'on a fait l'effort d'aller vers l'autre. Donc, de revenir à des choses peut-être qui peuvent sembler banales, mais que notre monde qui va très vite d'aujourd'hui ne prend plus le temps de vivre. Peut-être que les vacances vont vous aider à vivre des moments comme ça, c'est une discipline que de nous les imposer dans notre monde où on se dit... Voilà, moi j'ai un enfant le soir, il me dit oui, mais papa il est pressé le matin, mais pas moi en fait, pas moi. Et papa il m'a dit qu'il allait louper il allait plus être employé si j'arrive en retard. Mais moi c'est pas mon travail en fait. Donc en fait on contraint nos enfants à nos propres contraintes, dont on se plaint nous aussi, d'ailleurs. Qui nous stresse nous-mêmes. Donc je pense qu'il y a une voie du milieu. C'est pas non plus tout le monde arrive à l'heure qu'il veut, mais globalement nos enfants ils sont aussi là comme les petits canaris pour nous dire vous avez aussi le droit de vous poser, vous avez aussi le droit de vous faire plaisir. Vous êtes de toute façon on l'a vu pendant la crise sanitaire. Crise sanitaire pour un certain nombre de parents, ça a été l'occasion où il y avait moins de contraintes. Un coup de et de se dire ah ouais. Pas obligé de courir, amener à pile à l'heure, etc. L'idée, c'est de trouver un bénéfice à ça et de s'autoriser à ces temps-là, en fait. Moi, je sais que mes filles, quand elles me disent, avant même qu'on ait fait quoi que ce soit le matin, maman, on est en retard. Je me dis, oula, j'ai dû le dire beaucoup trop de fois les jours d'avant parce qu'elles ont déjà anticipé que potentiellement on était en retard. Et là, je me dis, ok, merci, vous m'envoyez un signal. Il va falloir que je revoie comment on se prépare le matin parce que ça les a stressées d'entrée avant que même qu'on fasse quelque chose. Pour les parents qui nous écoutent et qui sont perdus face à ces enfants-là, je trouve que c'est important ce que tu dis de revenir à la base parce que il n'y a pas de méthode toute faite, mais le fait de reprendre plaisir à être avec son enfant, c'est un premier signal qui est très fort en fait. Et est-ce que ces enfants, tu l'as dit tout à l'heure, sont des enfants peut-être un peu hypersensibles, qui perçoivent beaucoup de choses et qui en plus perçoivent encore d'autant plus le fait qu'on les rejette et qu'on n'a pas envie. Ils savent en plus que dans ces moments-là, on est dans une relation où donc c'est encore plus difficile pour eux. C'est ça. C'est exactement ça. Et comment on se force quand on n'a plus cette envie? Enfin, tu vois, tu dis que c'est notre responsabilité, j'entends très bien. Ouais. Mais il y a des parents, je pense qu'à un moment, ils peuvent même plus envisager d'arriver à faire cet effort-là. C'est trop. Ouais. Et c'est là où ils ont besoin d'être soutenus. Que ça puisse se faire, parce que si on passe pas par cette case-là, ça marche pas. D'accord. L'enfant seul, il pourra pas le faire. Alors, il pourra le faire avec d'autres, mais la relation avec
le parent sera pas forcément restauré, et c'est quand même dommage. Donc peut-être passer par des choses qui sont plus faciles pour le parent, parce que le parent, il peut peut-être avoir des loisirs qui lui plaisent et avoir envie de les partager avec l'enfant, en fait. Il n'est pas obligé de passer par... aujourd'hui, on passe tout le temps par les loisirs de l'enfant et les intérêts de l'enfant. C'est quand même important. Plus on va passer par les intérêts de l'enfant, plus on va aller le chercher dans son monde, en fait. Mais l'enfant, il est aussi soucieux de découvrir son parent. S'il y a un parent qui a un loisir autour d'une activité, il peut aussi embarquer son enfant là-dedans, et ça pourra retisser ce lien-là, en fait. Donc, se recentrer, se reconnecter à nous-mêmes, en fait, c'est ce cadeau que nos enfants nous offrent, mais que parfois on n'a pas vraiment envie d'aller chercher parce qu'on s'est nous-mêmes déconnectés pour survivre à notre environnement. Et eux, ils viennent nous dire, mais si, en fait, il y a quelque chose de beau à l'intérieur de toi. Et tu parlais d'hypersensibilité. Oui, c'est une hypothèse de plus en plus marquée, qui commence à arriver sur le terme de la recherche scientifique, même si ça reste encore très ténu, cette hypersensibilité. On le retrouve sur l'hypersensorialité. On voit des enfants qui ne supportent pas les étiquettes, les enfants à haut potentiel en particulier, mais pas que. Ils supportent pas des pantalons trop serrés ou des contacts. Ils sont pas forcément autistes pour autant. Mais on voit que cette hypersensibilité, c'est comme s'ils avaient des antennes hyper déployées sur tous les stimuli et tous les sens, en fait, qu'ils soient auditifs, visuels, sensoriels, du goût. On voit des troubles de l'oralité. Enfin bref, ils sont plus. Donc effectivement, quand ça va bien, c'est des enfants plus. C'est un bonheur d'être avec eux. Quand ça va pas, on le sent aussi. Et donc, c'est un cercle qui est extrêmement exigeant, en fait, parce que ils ont encore plus besoin de proximité, de disponibilité et de signaux. Et que parfois, nous, on l'est pas. Ils le vivent encore plus mal. Plus on les rejette, plus ils le vivent mal. Et du coup, ça se distend de manière encore plus bruyante et encore plus douloureuse, en fait. Et peut-être finir sur cette réponse-là, c'est que cette hypersensibilité, ce qu'on sait d'elle, c'est que quand même, il y a un facteur génétique. Ok. Et que l'enfant hypersensible, il va forcément aller encore plus faire un miroir avec le parent hypersensible. Mais s'il est hypersensible, c'est que les parents le sont. C'est qu'on lui a transmis. Exactement. Et que les parents hypersensibles se rencontrent entre eux, en plus, en général. Tu vois ? Donc, moi, ce que je peux dire à ces parents-là, c'est, OK, c'est un miroir qui est pas confortable. Et en même temps, c'est grâce à votre parentalité que vous allez pouvoir vous rencontrer. Mais c'est sûr qu'il vient pas emballer les choses, cet enfant-là. Il vient juste aller pointer sur des choses que vous aviez bien mis de côté pendant longtemps. Donc, en fait, vous êtes le parent le plus en capacité de l'entendre. Bien sûr. Voilà. Parce que souvent, ils disent, non, mais je préfère que vous le voyez parce que vous allez mieux le comprendre que moi. Pas sûr, en fait. Mais je comprends aussi que de ce fait, il soit beaucoup plus dérangeant qu'un autre enfant. C'est intéressant ce que tu dis pour le parent, ça lui redonne aussi cette importance dans la vie de son enfant. Ah ouais, parce que le parent, c'est celui qui est le mieux placé pour mieux comprendre son enfant. Mais pour autant, parce que pour travailler dans le champ de la protection de l'enfance, c'est pas parce qu'on est parent qu'on donne naissance à un enfant qu'on va réussir à mettre en œuvre ses fonctions parentales. Donc, on sait aussi que les violences faites aux enfants, elles sont principalement faites par leurs parents. Dans le cadre. Donc, faut aussi déconstruire l'idéologie du lien et c'est le parent, donc il va jamais rien faire de mal. Mais donc je sors de ce cadre et je le pointe malgré tout. Mais la belle-mère ou la grand-mère n'a pas forcément les réponses les plus adaptées à votre enfant qui est celui à qui vous avez donné naissance. J'ai une dernière question. Est-ce que ces enfants-là, à l'âge adulte, auront plus de capacité à naviguer dans la vie parce que justement ils ont cette sensibilité ou parce qu'ils savent alerter quand ça va pas? Est-ce qu'on peut le voir de manière positive pour la suite? Oui, c'est de toute façon tout enfant, à partir du moment où on a réussi à mieux comprendre ses besoins, il va être en capacité d'explorer. Ces enfants-là, ça va dépendre des réponses qu'ils ont pu obtenir. S'ils n'ont obtenu des réponses que d'incompréhension, c'est-à-dire t'es pénible, c'est mieux quand t'es pas là, etc. Ce qu'ils entendent quand même beaucoup dans le milieu social et sociétal d'aujourd'hui. S'ils n'entendent que ça, au bout d'un moment, ils vont quand même se forger dans l'esprit que ils peuvent pas faire confiance aux autres et qu'il va falloir souvent qu'ils hyper sollicitent pour être entendus. Donc l'idée, c'est qu'on puisse être nous
caregivers, en tout cas porte-avions et figures d'attachement, suffisamment conscients de leurs signaux pour qu'on les apaise le plus tôt possible, pour qu'ils aient pas besoin de penser que c'est en hyper sollicitant et en criant et en provoquant qu'ils vont forcément être entendus. C'est qu'on renforce ça, en fait, du coup. Ouais, du coup, on va renforcer ça. En les ignorant. Exactement. Et c'est en ça toutes les actions de prévention et surtout de psychoéducation où on va aider les parents à mieux décoder les besoins de signaux de l'enfant. C'est ce que nous, on fait dans la psychoéducation. Et les parents vont s'en saisir et en fait, l'iceberg, ils fond, en fait. Donc, après, si on va à l'hypersensibilité, pour moi, oui, les enfants hypersensibles, si on a compris leurs besoins, c'est des trésors. C'est des enfants qui vont devenir des adultes en capacité d'explorer, de faire des choses incroyables, de se faire confiance, etc. Mais faut-il qu'on ait été suffisamment responsables, nous, figures d'attachement dans leur environnement, pour avoir répondu à leurs besoins et ne pas penser qu'ils étaient des délinquants, malades, ou juste là pour nous enquiquiner et nous déranger, en fait. Alors, si je résume, on doit s'intéresser quand il y a des signaux, ça doit nous alerter. On a le droit de dire que c'est dur et que c'est chiant, c'est une réalité, mais ça doit nous faire réfléchir à ce qu'on peut faire pour eux. Donc, ce lien d'attachement, ce porte-avions. Tu sais, tu disais, il faut tout un village pour élever un enfant. Et au fur et à mesure de la conversation, je disais, mais en fait, il faut toute une flotte de porte-avions pour élever un enfant, pour qu'on puisse souffler aussi. Parce que quand il y a d'autres porte-avions, c'est là aussi, nous, en tant que parents, on peut passer le relais et être sécure, nous, en tant que parents. Parce que il y a ce manque-là, parfois dans le couple, parfois dans la famille proche, où on n'a pas assez cette sécurité pour les laisser souffler et donc répondre à leurs besoins. C'est un cercle vertueux au final. Donc on devrait avoir ça. Ça veut dire accepter de passer du temps avec ceux qu'on repousse le plus. Exactement. C'est faire que des choses un peu contre-intuitives de base, parce que sur le coup, c'est trop difficile, pour qu'ensuite il y ait cet effet boule de neige très positif, ce cercle vertueux après. Si j'ai résumé à peu près. Ça. Et quand tu parles de flottis, enfin moi je parle de flottis, de porte-avions, et oui, il en faut. Et ce qu'il faut quand même, c'est que l'enfant il identifie sur quel porte-avions il peut se poser. Parce qu'il y a les porte-avions potentiels, mais finalement quand ils arrivent, ils disent non, pas dispo. Donc on le voit déjà. Je vois à l'école, en fait, il y a plusieurs adultes, mais comme ils savent pas sur lequel il va se poser, c'est d'ailleurs pendant les récréations ou le temps périsco où il y a le plus d'agressivité, d'enfants qui mordent, qui tapent, etc. Parce qu'il y a potentiellement des porte-avions, mais qui ne sont pas réellement des porte-avions. Donc c'est même à la crèche, c'est vrai, en fonction de qui est là. Bien sûr. Nos enfants, ils ont pas le même comportement. Exactement. Donc c'est comment il a identifié le porte-avions. Ça, c'est un premier point. Et c'est le deuxième point qui est, à mon avis, le défi de notre société d'aujourd'hui. C'est comment les porte-avions travaillent ensemble et sont cohérents ensemble. C'est un village, ça. Donc comment, on est en société. Voilà, comment on se dit, tiens, là, maintenant, c'est toi qui es le porte-avions et je te fais confiance et ça va le faire. Et comment on arrive à... Et là, c'est ce qui nous manque dans notre pays, je pense. Donc, on va travailler dessus. Ouais, là, on va les rames. Le porte-avions n'a pas de rame, normalement, mais là, il faut sortir des rames. Merci beaucoup, Anne. Merci, Clémentine. Ça a été un délice comme d'habitude. Non, merci, c'était passionnant. Et c'est vrai que j'ai dit c'était le 3e, mais c'est le 4e épisode. On en a fait 3 ensemble. Parce qu'on avait parlé des conséquences de la PMA sur le lien d'attachement, d'ailleurs. Tu vois, ça m'a fait repenser. Je vous mettrai en lien tous les épisodes si vous voulez les réécouter. Merci beaucoup. Merci, Clémentine. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.